La lame de marbre glisse entre les côtes dans un murmure humide. Le sang s'étale sur la pierre blanche immaculée du forum, se mêlant à la rosée du matin, tandis que le sénateur Marcus Flavius agonise dans un dernier spasme. Au-dessus de lui, des aigles sculptés observent de leurs yeux de pierre, gardiens éternels d'un empire, bâti sur des secrets si sombres qu'ils feraient reculer les dieux eux-mêmes. Nous sommes à l'aube, à Rome, en l'an 67 après Jésus-Christ. Et ce qui semble être un simple assassinat politique va bientôt révéler quelque chose de bien plus sinistre. La mise au silence d'un homme qui avait découvert ce que les empereurs faisaient aux enfants de leurs ennemis. Le corps sera retiré avant l'arrivée des marchands du marché. Le sang sera effacé par des esclaves qui connaissent trop bien le prix d'une parole imprudente. À midi, l'histoire officielle circulera déjà dans les fontaines et les thermes de la cité. Un autre sénateur tombé, victime des jeux politiques qui dévorent la dépouille pourrissante de la République. Mais Marcus Flavius n'est pas mort pour avoir contesté le dernier décret fiscal de Néron, ni pour avoir critiqué les performances théâtrales de l'empereur. Il est mort parce qu'il avait suivi la piste de petits corps jusque dans les catacombes les plus profondes sous le mont Palatin, là où les hommes les plus puissants de Rome pratiquaient des rites qui hanteraient même le bourreau le plus endurci. Rome, la cité éternelle, le joyau suprême de la civilisation, gardienne des lois, bâtisseuse d'aqueducs. Et pourtant, sous son éclat majestueux, couvert des secrets si ignobles qu'il faisait paraître les jeux de gladiateurs comme du théâtre pour enfants. Ce n'étaient pas les excès bien connus des empereurs fous, ni les brutalités officielles de la reine. C'étaient les ombres derrière les ombres, les horreurs murmurées, préservées seulement dans quelques fragments de témoignages d'esclaves mourants, et dans des allusions codées contenues dans des lettres destinées à être brûlées. Si vous aimez ces histoires cachées, pensez à vous abonner, et dites-moi d'où vous me regardez. J'adore voir cette communauté s'étendre à travers les continents et les siècles, unis par une soif de vérité, aussi sombre soit-elle. L'Empire romain des 1er et 2e siècles après Jésus-Christ contrôlait un territoire qui s'étendait des brumes de la Bretagne aux sables de l'Égypte, rassemblant plus de 50 millions d'âmes sous sa domination. En son cœur se trouvait Rome elle-même, une ville comptant peut-être 1 million d'habitants, où les sénateurs débattaient dans des halls de marbre, tandis que les esclaves vidaient les pots de chambre dans des égouts qui seraient plus tard considérés comme des merveilles d'ingénierie. C'était une société où les crucifixions publiques faisaient office de divertissement de l'après-midi, où l'exposition des nouveau-nés était légale et courante, où la notion de droits humains n'existait que dans les rêves fiévreux de quelques philosophes stoïciens. Dans ce monde où la brutalité était normalisée, certaines pratiques émergèrent, des pratiques qui choquèrent même la sensibilité romaine. Et dans une culture qui applaudissait, en voyant des prisonniers déchirés par des fauves. Ce seuil était terriblement élevé. Les secrets que je m'apprête à révéler n'étaient ni des aberrations, ni des incidents isolés. C'étaient des horreurs systématiques, institutionnalisées, qui montrent comment un pouvoir absolu, combiné au mysticisme religieux et à un sadisme sans entrave, peut transformer une civilisation entière en mécanisme de cruauté indicible. Le premier secret repose sous ce qui est aujourd'hui l'église San Clemente, à Rome, où des fouilles archéologiques menées dans les années 1860 ont révélé un complexe de salles souterraines datant du 1er siècle après Jésus-Christ. Ce que les archéologues y découvrirent et que le Vatican scella ensuite à la vue du public, ce furent des fresques représentant des scènes capables de remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur les pratiques religieuses romaines. L'étincelle remonte à l'an 64 après Jésus-Christ, l'année du grand incendie de Rome, alors que les ingénieurs de Néron dégagèrent les ruines calcinées pour construire sa maison dorée.
les ouvriers mirent au jour un réseau de tunnels sous le mont Palatin, des tunnels antérieurs même aux premières fondations du palais impérial. Ce n'étaient ni les hypogées bien documentés du Colisée, ni les catacombes familières des premiers chrétiens. Ces chambres portaient des inscriptions mêlant du latin et ce que les savants identifieraient plus tard comme un étrusque corrompu, décrivant des rituels dédiés à des entités dont les noms n'apparaissent dans aucun panthéon romain officiel. Un fragment de papyrus découvert en 1923 dans la Villa des Papyri à Herculanum contient une lettre d'un certain Gas Vettus, Valin à son frère d'Alexandrie, datée d'environ l'an 71 après Jésus-Christ. Dans cette lettre, Vettus raconte avoir assisté à ce qu'il appelle les mystères les plus profonds. Sous Rome, un lieu où ceux qui gouvernent à la surface descendraient pour servir des maîtres plus anciens. Il évoque des sénateurs et de riches, marchands se rassemblant dans des salles éclairées à la torche, afin d'accomplir des rites exigeant la présence de jeunes captifs issus de campagnes militaires, en particulier les descendants de chefs tribaux vaincus et de nobles ennemis. Le texte décrit comment ces prisonniers étaient gardés durant de longs mois dans des espaces souterrains, nourris d'un pain trempé dans du vin mêlé d'herbes inconnues, jusqu'à ce que leurs esprits deviennent malléables et que leurs regards prennent, écrit Vettus, l'expression vide de ceux qui perçoivent ce qui se trouve au-delà du voile. À certaines nuits, correspondant à des événements astronomiques, considérés par les savants romains comme favorables à la communion avec des puissances souterraines, ces jeunes captifs étaient conduits dans des chambres ornées de symboles, ne ressemblant en rien à l'iconographie romaine traditionnelle. Ce qui se déroulait ensuite dans ces salles poussa, près d'un siècle plus tard, l'historien romain Cassius Dione à écrire qu'il existait dans la ville des pratiques telles qu'elles faisaient paraître les récits sur les peuples lointains, considérés comme barbares, comme des coutumes empreintes de civilisation. Dione ne précisa jamais ce qu'il voulait dire, mais son contemporain, l'apologiste chrétien Minucius Félix, offre un indice lorsqu'il évoque les accusations romaines portées contre les premiers chrétiens. Ils prétendent que nous commettons des abominations, alors qu'eux-mêmes accomplissent dans l'ombre les actes dont ils accusent autrui. L'escalade survint sous le règne de Domitien entre l'an 81 et l'an 96 après Jésus-Christ. Les archives historiques révèlent un schéma étrange durant ces années. La disparition systématique d'enfants issus de familles nobles dans les territoires conquis, toujours expliquée par la guerre ou par la maladie. Mais un message déchiffré en 1934 parmi les tablettes de Vindolanda, découvertes le long du mur d'Adrien, suggère une toute autre explication. Le message, envoyé par un commandant romain de Bretagne à son supérieur en Gaule, dit « Le chargement sacré des brigantes arrivera aux Calendes. Veillez à ce que les convois atteignent la cité éternelle avant le solstice d'hiver. Le divin Auguste a un besoin particulier de sang non souillé pour les cérémonies de renouveau. » L'expression « cérémonie de renouveau » n'apparaît nulle part ailleurs dans la correspondance militaire romaine. Pourtant, elle revient à plusieurs reprises dans les fragments trouvés dans les sections scellées sous San Clemente. Les découvertes archéologiques semblent confirmer l'horreur sous-entendue par ces textes. En 1978, des travaux de rénovation au Palazzo Massimo, à Rome, mirent au jour une salle contenant les restes de nombreux enfants, portant des signes compatibles avec les pratiques évoquées dans la lettre de Vettus, des marques rituelles qui ont longtemps intrigué les chercheurs. Les analyses au carbone situèrent les décès entre l'an 70 et l'an 95 après Jésus-Christ. Le Vatican réclama immédiatement les dépouilles pour une réinhumation et le site fut scellé sous le béton avant qu'un examen approfondi ne puisse être mené. Le deuxième secret concerne ce que les textes médicaux romains
appellent avec euphémisme les diurétiques impériaux. L'usage systématique, au sein de l'élite romaine, de substances dérivées du corps humain, considérées comme remèdes ou stimulants. Il ne s'agissait ni du cannibalisme désespéré de cités assiégées, ni des consommations rituelles, que l'on retrouve dans certaines religions à mystère. C'était une pratique méthodisée, médicalisée, qui perdura durant des siècles, au plus haut niveau de la société romaine. Cette tradition trouvait ses origines dans certaines doctrines médicales égyptiennes que Rome avait intégrées après la conquête d'Alexandrie en l'an 30 avant Jésus-Christ. Les médecins égyptiens croyaient depuis longtemps que certains organes humains, préparés selon des procédés précis, pouvaient transmettre les qualités du défunt au vivant. L'adaptation romaine de ces croyances créa un marché qui aurait choqué même les marchands d'esclaves les plus endurcis. Galène, médecin personnel de Marc Aurèle et autorité médicale la plus respectée de son époque, évoque de manière détournée, dans ses traités sur les facultés naturelles, des préparations issues de l'essence vitale, d'ennemis vaincus, transformés pour être assimilés par ceux qui souhaitaient s'approprier leur force. Il décrit une substance qu'il nomme l'élixir impérial, préparé, écrit-il de façon volontairement voilée, à partir d'éléments prélevés sur de jeunes combattants tombés dans l'arène, mêlés à des épices exotiques et consommés par certains souverains. Avant de grandes campagnes militaires, le cannibalisme médicinal atteignit son apogée sous le règne de Commode, qui gouverna de l'an 177 à l'an 192 après Jésus-Christ. Les récits contemporains décrivent l'obsession de l'empereur pour l'absorption de ce qu'il considérait comme l'essence des gladiateurs qu'il avait vaincus, persuadé que cela renforcerait sa propre vigueur martiale. Mais Commode alla plus loin que ces pratiques liées au combat de l'arène. Des archives secrètes de la maison impériale, conservées en fragments dans la Bibliotheca Mariana byzantine, évoquent des livraisons régulières au palais de ce que l'on appelait des spécimens thérapeutiques, des éléments soigneusement prélevés sur des condamnés, préparés selon des procédés mêlant savoirs médicaux romains, égyptiens et persans. Un inventaire codé daté de l'an 188 énumère le contenu de la section la plus restreinte de l'armurerie impériale, 12 fioles d'une essence cardiaque, provenant de nobles défunts, conservées dans du vin de Chios, 6 mesures d'une substance cérébrale, issue de chèvre germanique, séchée et réduit en poudre avec de la cannelle de Salon, et un extrait provenant du foie d'une princesse nubienne, laissée à maturation dans le miel durant 7 années. Chaque entrée mentionne non seulement l'origine du prélèvement, mais aussi les qualités spirituelles et physiques qu'il était censé transmettre. La pratique ne se limitait pas aux empereurs. Des fouilles archéologiques à Pompéi ont mis au jour des indices montrant que des Romains fortunés consommaient régulièrement certaines substances d'origine humaine, comme remède contre l'épilepsie, ou utilisaient des préparations minérales obtenues à partir de restes humains pour traiter certains troubles masculins, des vestiges carbonisés, dans ce qui semble avoir été un établissement médical de haut standing, révèlent des traces claires d'un traitement systématique de corps humains à des fins pharmaceutiques. Les victimes semblent avoir été principalement des esclaves et des prisonniers, leur mort dissimulée dans le taux habituel de mortalité de la vie urbaine romaine. Mais peut-être le plus troublant sont les récits de ce que les médecins romains appelaient la consommation sympathique, la croyance selon laquelle manger certains organes de ses ennemis permettait d'acquérir leur savoir et leur capacité. Des lettres entre gouverneurs provinciaux décrivent la pratique d'exécuter des érudits et des prêtres capturés, puis de consommer leur cerveau lors de cérémonies élaborées destinées à absorber leur savoir. La conquête romaine de la Gaule fut suivie de chasses systématiques visant les prêtres druidiques, non seulement pour éliminer la résistance politique, mais aussi pour récolter ce que les mystiques romains
croyaient être leur sagesse accumulée. Le troisième secret se tapit dans l'ombre des pratiques religieuses romaines, où le culte traditionnel céda la place à des mouvements si extrêmes qu'il rendait les orgies bacchanales presque sages en comparaison. Il ne s'agissait pas des religions à mystère familières de Mithra ou d'Isis, mais de mouvements clandestins mêlant violence sexuelle, meurtre rituel, et ce qui ne peut être décrit que comme une torture psychologique systématique. Le culte de Noxet Turner, le chevalier éternel, émergea à Rome aux alentours de l'an 79, né des ruines d'une autorité religieuse traditionnelle, brisée par l'éruption du mont Vésuve. Alors que les dieux habituels semblaient impuissants face aux catastrophes naturelles, des Romains désespérés se tournèrent vers des divinités qui promettèrent la puissance par l'obscurité, plutôt que la lumière par la vertu. Les pratiques du culte, documentées dans une cache de tablettes de bronze découvertes sous les fondations du Panthéon en 1885, impliquaient ce qu'ils appelaient la grande inversion, des rituels conçus pour renverser l'ordre naturel et offrir aux participants une domination sur la mort elle-même. Ces cérémonies exigèrent la participation d'individus issus de différentes classes sociales, des sénateurs, des esclaves, des soldats et des civils, tous réunis dans des chambres souterraines pour des rites qui duraient plusieurs jours. Les tablettes décrivent des rituels préparatoires impliquant une privation sensorielle et des substances hallucinogènes, extraites de plantes importées des confins les plus lointains de l'Empire. Les participants étaient maintenus dans l'obscurité absolue pendant plusieurs semaines, nourris uniquement de pain et d'eau mélangés à des composés qui, selon des analyses modernes, incluraient un champignon d'ergot et des dérivés d'opium traités. Au moment où ils étaient conduits dans les chambres cérémonielles, des témoins rapportent que nombreux étaient ceux qui ne parvenaient plus à distinguer la réalité de l'hallucination. Ce qui suivait repoussait les limites de la cruauté humaine. Le rituel central du culte impliquait la torture lente d'ennemis capturés, tandis que les participants consommaient leur sang et leur fluide sexuel, persuadés que cela leur conférerait un pouvoir sur la vie et la mort. Mais le but ultime n'était pas la simple brutalité, c'était la transformation. Les documents du culte décrivent cet objectif comme l'atteinte de la folie sacrée, qui ouvre les portes entre les mondes, un état de conscience censé permettre la communication avec des entités situées au-delà de la compréhension romaine traditionnelle de la hiérarchie divine. L'implication impériale dans ces cultes atteignit son apogée sous l'empereur Caracalla, qui régna de l'an 211 à l'an 217 après Jésus-Christ. Des historiens tels que Cassius Dion relatent l'obsession de Caracalla pour la magie et ses consultations auprès de sorciers, étrangers pratiquant des arts que même les mages orientaux trouveraient abominables, ce qu'ils ne relatent pas directement, mais qui émergent de références codées dans des lettres contemporaines. C'est la participation de Caracalla à des rituels combinant le culte de Nox Turner avec les campagnes militaires. Avant de grandes campagnes, Caracalla se retirait dans des chambres souterraines sous le mont Palatin, accompagné de nobles ennemis capturés et de leurs familles. Ce qui se passait pendant ces sessions demeure largement inconnu, mais leurs conséquences furent documentées par des observateurs horrifiés. Dion écrit que les prisonniers étaient ramenés dans leurs cellules, changés de manière telle que la mort paraissait miséricordieuse, leurs esprits brisés par des expériences qui ne leur permettaient plus que de murmurer des prières répétitives à des entités dont les noms ne peuvent être rendus par la parole humaine. Les techniques psychologiques développées par ces cultes influenceront plus tard les ermites chrétiens et les mystiques byzantins. Mais dans leur contexte romain originel, elles avaient un objectif purement pratique: la création d'êtres humains psychologiquement si endommagés qu'ils pouvaient servir de pont entre le monde des vivants et ce qui se trouve au-delà de la mort.
Le culte croyait que les esprits brisés de certaines manières pouvaient apercevoir et communiquer avec des forces qui restaient invisibles à la conscience normale. Les preuves archéologiques de ces pratiques émergèrent lors des rénovations du Dohéra dans les années 1930, lorsque des ouvriers découvrirent des chambres contenant des dispositifs de contention d'une sophistication sans précédent. Il ne s'agissait pas de simples chaînes ou entraves, mais de mécanismes élaborés conçus pour maintenir les sujets dans des positions spécifiques, tout en permettant un contrôle précis de leur perception sensorielle et de leur état physique. Le métal présentait des traces d'utilisation répétées sur plusieurs décennies, et l'analyse chimique des résidus trouvés sur les surfaces révéla des composés compatibles à la fois avec des substances conservatrices et des drogues psychoactives. Le quatrième secret concerne l'utilisation systématique de la guerre biologique par Rome, des pratiques qui anticipaient les armes chimiques et biologiques modernes de près de 2 millénaires. Il ne s'agissait pas des simples empoisonnements de puits ou de contaminations alimentaires que les armées antiques employaient parfois, mais de la culture délibérée et de la militarisation d'organismes pathogènes à des fins stratégiques. Cette pratique commença pendant les guerres juives de l'an 673 après Jésus-Christ, lorsque les ingénieurs romains découvrirent que certaines conditions pouvaient accélérer la propagation de la peste au sein de populations assiégées. Au départ, cette connaissance émergea de l'observation, notant comment la surpopulation et les approvisionnements en eau contaminée pouvaient transformer de simples maladies en épidémies dévastatrices. Mais sous la direction de médecins militaires formés à Alexandrie, ces observations évoluèrent en techniques systématiques. Un fragment de papyrus provenant d'Oxyrhynchus, datant d'environ l'an 97 après Jésus-Christ, contient ce qui semble être un manuel militaire pour les opérations de siège. Parmi les tactiques classiques pour miner les murs et construire des béliers, le document inclut une section intitulée sur la culture de la pestilence bénéfique. Le texte décrit des méthodes pour collecter et conserver ce qu'il appelle les graines de faiblesse, provenant de victimes de la peste, puis pour introduire ces matériaux dans les approvisionnements, en eau ou en nourriture ennemie. Le manuel fournit des instructions précises pour synchroniser ces attaques avec les changements saisonniers afin d'en maximiser l'efficacité. Il note que certaines maladies se propagent plus facilement durant les mois d'hiver, lorsque les populations restent à l'intérieur, tandis que d'autres sont plus virulentes pendant la chaleur estivale, lorsque les conditions d'hygiène se détériorent. Ce qui est le plus troublant, c'est la description de techniques pour sélectionner des souches spécifiques de maladies en fonction de l'âge et de l'état de santé des populations cibles, ce qui constitue une forme précoce de guerre biologique ciblée. La nature systématique de ces pratiques devint évidente durant la peste antonine de l'an 165 à l'an 180 après Jésus-Christ, qui dévasta l'Empire romain et tua environ 5 millions de personnes. Alors que les historiens ont traditionnellement considéré cela comme une pandémie naturelle, peut-être importée par des campagnes militaires en Mésopotamie, des documents récemment découverts suggèrent une réalité plus complexe. Une collection de lettres trouvée en 1952 dans un avant-poste militaire romain près de l'Euphrate décrit la collecte délibérée de matériaux pestilentiels dans des zones infectées pour les transporter jusqu'à Rome. La correspondance entre commandants de terrain et médecins impériaux détaille les méthodes de conservation des organismes pathogènes durant de longs voyages, indiquant quels contenants et quelles techniques de préservation maintiendraient leur virulence dans le temps. Les lettres révèlent que les médecins militaires romains avaient développé une compréhension sophistiquée de la transmission des maladies, reconnaissant le rôle des matériaux contaminés dans la propagation des infections, bien avant que la théorie des germes ne soit formellement articulée.
Ils décrivent des techniques pour identifier les stades les plus contagieux de différentes maladies, ainsi que des méthodes pour concentrer les matériaux infectieux afin d'en augmenter la puissance. Mais le programme de guerre biologique allait au-delà de la simple culture de maladies. Les médecins romains apprirent à modifier et à renforcer les agents pathogènes naturels grâce à des techniques qui préfiguraient l'ingénierie biologique moderne. Ils découvrirent que certaines combinaisons de maladies pouvaient créer des effets synergiques, rendant les populations infectées plus vulnérables aux infections secondaires. Ils ont développé des méthodes pour créer ce qu'ils appelaient des plagues composées. Ce sont des combinaisons de maladies capables de submerger les réponses immunitaires naturelles. Elles résistent également aux traitements traditionnels. Le programme le plus sophistiqué fonctionnait sous la supervision directe des médecins impériaux. C'était pendant le règne de Marcus Aurelius. Malgré sa réputation d'empereur philosophe, Marcus Aurelius présidait des programmes de guerre biologique. Ces programmes ciblaient des groupes ethniques spécifiques à l'intérieur des frontières de l'Empire. Des documents provenant de ses archives personnelles décrivent des recherches sur des maladies qui affecteraient certaines populations génétiques plus sévèrement que d'autres. Ainsi, les forces romaines pouvaient affaiblir sélectivement les territoires rebelles. Pendant ce temps, les populations loyales restaient relativement indemnes. Des preuves archéologiques de ces programmes ont été découvertes sur plusieurs sites à travers l'Ancien Empire. Par exemple, des fouilles dans un complexe militaire romain près de Cologne ont révélé des laboratoires spécialisés. Ils contenaient des équipements pour cultiver des micro-organismes, y compris des chambres scellées. Ces chambres pouvaient maintenir des conditions spécifiques de température et d'humidité pendant de longues périodes. L'analyse chimique des résidus trouvés sur ces sites montre des traces de composés organiques. Cela confirme l'existence d'une recherche biologique systématique. Le cinquième secret concerne le trafic industriel d'enfants à Rome. Il dépassait de loin l'esclavage traditionnel. Ce n'était pas simplement la triste réalité des sociétés conquérantes qui réduisaient en esclavage les populations vaincues. C'était un réseau commercial spécialisé. Il fournissait des enfants pour des rituels, des divertissements et des expériences. Même les notions romaines de cruauté acceptable étaient ici défiées. Le réseau fonctionnait avec l'approbation officielle au plus haut niveau du gouvernement. Il était intégré dans le fonctionnement normal de l'administration impériale. Les gouverneurs provinciaux recevaient des quotas réguliers d'enfants présentant des caractéristiques spécifiques. Cela incluait des tranches d'âge, des attributs physiques et des origines géographiques correspondant aux besoins de diverses institutions romaines et d'acheteurs privés. Une cache de documents administratifs, découverte sous les ruines d'Ostia en 1961, révèle l'appareil bureaucratique qui gérait ce commerce. Il ne s'agissait pas de marchés informels ni d'entreprises criminelles, mais d'opérations officielles administrées par les mêmes fonctionnaires qui s'occupaient de la distribution des céréales et de la collecte des impôts. Les documents comprennent des inventaires détaillés d'enfants, classés par âge, sexe, état physique et origine géographique. Ils incluent également des manifestes de transport qui suivent leur déplacement à travers l'Empire. L'aspect le plus glaçant de ces archives est leur efficacité clinique. Les enfants étaient catégorisés avec une terminologie qui les traitait comme du bétail ou des matières premières, plutôt que comme des êtres humains. Les documents font référence à des spécimens galaxies de qualité supérieure et à des sujets d'action adaptés à des expérimentations prolongées. Ils décrivent les enfants en termes qui soulignent leur utilité pour des objectifs spécifiques, sans reconnaître leur humanité. La demande d'enfants provenait de multiples sources au sein de la société romaine. Les écoles de gladiateurs exigeaient de jeunes garçons
Ils devaient être formés dès leur plus jeune âge. Leur but, fournir un divertissement que les combats d'adultes ordinaires ne pouvaient égaler. Il ne s'agissait pas seulement de combats. Il y avait aussi des présentations théâtrales élaborées. Ces spectacles combinaient violence et sexualité. Des collectionneurs privés recherchaient des enfants provenant de régions spécifiques. On croyait que ces enfants possédaient des caractéristiques physiques ou culturelles particulières. Cela augmentait leur valeur comme possessions exotiques. Mais les plus grands consommateurs étaient les religions mystères et les cultes privés. Ils se multipliaient à travers l'Empire. Ces organisations avaient besoin d'enfants, non pas comme esclaves ou pour le divertissement. Ils les utilisaient comme éléments essentiels de rituels religieux. Ces rituels promettaient une transformation spirituelle par la transgression extrême. Les cultes développaient des justifications théologiques élaborées. Ces pratiques impliquaient l'abus systématique, la torture et le meurtre d'enfants. Ils soutenaient que la souffrance innocente pouvait servir de pont entre le monde mortel et les royaumes divins. La sophistication du réseau de trafic égalait celle de toute entreprise commerciale romaine légitime. Elle comprenait des navires spécialisés conçus pour transporter un grand nombre d'enfants sur de longues distances. Ces navires préservaient leur santé et empêchaient toute fuite. Le réseau employait également du personnel médical. Ce personnel pouvait évaluer l'état des enfants et prédire leur aptitude à différents usages. Le réseau maintenait des installations de détention à travers l'Empire. Ces lieux permettaient de stocker, préparer ou modifier les enfants selon des spécifications biologiques. Des documents provenant des archives personnelles d'Adrien décrivent son implication directe dans l'expansion du réseau. Il visait à servir les projets de recherche impériaux. Adrien, rappelé par l'histoire comme un bâtisseur et administrateur cultivé, a personnellement autorisé l'établissement de ce qu'il appelait des installations de développement. Ces installations accueillaient des enfants de différentes origines ethniques. Ils étaient soumis à des conditions contrôlées, conçues pour étudier l'adaptation psychologique et physique de l'être humain. Ces installations, situées dans des zones éloignées à travers l'Empire, étaient supervisées par des médecins et des philosophes. Ils considéraient leur travail comme une contribution à la compréhension de la nature humaine. Les enfants étaient soumis à des programmes systématiques de privation, d'endoctrinement et de modification physique. Les résultats étaient soigneusement documentés. L'objectif n'était pas simplement la cruauté. Il s'agissait de créer des connaissances détaillées sur les limites humaines et sur les techniques capables de les exploiter ou de les transcender. Les enfants qui survivaient à ces programmes étaient transformés en ressources servant diverses fonctions impériales. Certains devenaient des serviteurs spécialisés, formés dès l'enfance pour anticiper et satisfaire les désirs spécifiques de certains fonctionnaires ou nobles. D'autres étaient préparés pour des rôles dans des cérémonies religieuses. Leurs réponses conditionnées et leurs modifications psychologiques en faisaient des participants idéaux pour des rituels élaborés. Les sujets les plus réussis étaient ceux qui avaient été brisés et reconstruits de manière si complète qu'ils pouvaient servir d'extension vivante de la volonté de leurs propriétaires. Des preuves archéologiques de ces installations ont été trouvées à travers l'Europe et l'Afrique du Nord. Des fouilles dans un complexe près de Tri ont révélé des chambres de détention conçues pour accueillir des centaines d'enfants. Ces chambres comprenaient des installations pour des examens médicaux, le conditionnement psychologique et la modification physique. Les restes trouvés sur ces sites montrent des preuves de malnutrition systématique, de blessures délibérées et d'interventions médicales. Ces interventions semblaient destinées à altérer le développement humain normal. Le sixième secret, et peut-être le plus troublant, concerne le développement par Rome de techniques pour prolonger la souffrance humaine.
Cela reposait sur une compréhension avancée de la physiologie et de la psychologie. Il ne s'agissait pas simplement de sadisme ou de cruauté occasionnelle, courante dans la vie ancienne, mais de recherche systématique sur les mécanismes de la douleur et de la peur. Ces méthodes anticipaient la torture psychologique moderne de près de 2 millénaires. Le programme a débuté pendant les guerres juives, lorsque les commandants romains ont découvert que les méthodes de torture traditionnelles échouaient, souvent à extraire des informations des captifs religieux. La foi de ces derniers leur permettait de supporter la douleur conventionnelle. Les médecins impériaux, travaillant sous la direction de Vespasien, puis de Titus, ont commencé à développer des techniques d'interrogatoire avancées. Leur objectif, surmonter la résistance psychologique grâce à une manipulation précise des états physiques et mentaux. Un traité médical, conservé dans la bibliothèque de Pergame, rédigé par le médecin Gastinius Maximus vers 88 après J.C., décrit des expériences systématiques. Il les qualifie d'extension de la conscience au-delà des limites naturelles. Le texte détaille des méthodes pour maintenir les sujets dans des états de douleur extrêmes pendant de longues périodes, tout en empêchant la mort ou une perte de conscience permanente. Ces techniques nécessitaient une compréhension détaillée de l'anatomie humaine, de la circulation et du fonctionnement du système nerveux. Une connaissance qui ne serait égalée en médecine européenne que 1000 ans plus tard. Le traité décrit des techniques spécifiques pour contrôler le flux sanguin afin de prévenir une perte de sang fatale, tout en maintenant une sensation maximale de douleur. Il explique aussi des méthodes utilisant la température, l'humidité et des irritants chimiques. Ces méthodes créaient des expériences de douleur superposées, capables de submerger les mécanismes de défense psychologiques normaux. Ce qui est le plus inquiétant, le texte traite de techniques psychologiques pour décomposer le sens de l'identité et de la réalité des sujets. Il créait des états de conscience où les victimes ne pouvaient plus distinguer entre leurs pensées internes et leurs expériences externes. Ces méthodes n'étaient pas développées uniquement à des fins militaires. Les médecins romains découvrirent que les sujets maintenus dans des états extrêmes pendant de longues périodes présentaient parfois des capacités que les humains ordinaires ne possédaient pas. Ils rapportèrent des cas de communication apparemment télépathique entre les sujets torturés, des capacités précognitives permettant de prédire des événements futurs, et même des prétendus contacts avec des entités existant en dehors de la perception normale. La cour impériale devint fascinée par ces phénomènes. Elle les voyait comme des outils potentiels pour la gouvernance et la stratégie militaire. Sous Domitian, le programme de recherche sur la torture s'élargit pour inclure des études systématiques sur les techniques d'altération de la conscience. Les médecins travaillaient avec des philosophes et des mystiques pour développer des méthodes capables d'induire délibérément des états psychologiques, conférant des aptitudes surhumaines. Une lettre codée de Domitian au gouverneur de Syrie, découverte en 1925 parmi les papyrus de Juror Europo, décrit son intérêt pour la création d'oracles de la douleur. Ces oracles auraient pu servir de conseillers impériaux. La lettre détaille des plans pour établir des installations où des sujets sélectionnés seraient maintenus dans des états extrêmes contrôlés. Leur conscience altérée devait fournir des informations pouvant guider la politique impériale. Le programme atteignit son développement le plus sophistiqué sous Hadrien. Sa fascination personnelle pour les limites entre la vie et la mort mena à la création de centres de recherche à travers l'Empire. Ces installations, déguisées en école de médecine ou en académie philosophique, employaient les meilleurs médecins et érudits disponibles. Leur objectif, pousser la conscience humaine à ses limites absolues. Les chercheurs développèrent ce qu'ils appelaient des protocoles d'extrême gradués. Il s'agissait de procédures systématiques pour augmenter
progressivement la pression physique et psychologique, tout en surveillant les états mentaux des sujets. Ils apprirent à identifier des seuils spécifiques où la conscience normale cédait la place à des états altérés, présentant des capacités inhabituelles. Ils documentèrent les conditions physiques et mentales produisant les résultats les plus constants. Ils créèrent des manuels détaillés permettant de reproduire les expériences réussies. Les sujets les plus performants devinrent des résidents permanents de ces installations. Ils étaient maintenus dans des états se situant quelque part entre la vie et la mort. Les récits contemporains décrivaient des êtres transformés au point de ne plus ressembler à des humains ordinaires. Leur conscience semblait exister partiellement en dehors de leur corps physique. Cela leur permettait de percevoir des événements à grande distance et de communiquer entre eux par des moyens incompréhensibles pour les observateurs. Ces oracles humains remplissaient diverses fonctions au sein de l'administration impériale. Certains fournissaient des renseignements militaires, obtenus par des méthodes surpassant l'espionnage conventionnel. D'autres offraient des aperçus sur les états psychologiques des populations à travers l'Empire. Ils aidaient ainsi les administrateurs à prévoir et à prévenir les rébellions. Les sujets les plus précieux prétendaient percevoir les intentions et les plans des souverains étrangers. Ils fournissaient des avantages stratégiques ayant contribué au succès militaire de Rome. Des preuves archéologiques de ces programmes ont été trouvées sur plusieurs sites à travers l'Empire. Cependant, une grande partie reste scellée par divers gouvernements, considérant ces découvertes trop sensibles pour diffusion publique. Les fouilles rendues publiques révèlent des installations sophistiquées. Elles étaient conçues pour maintenir les sujets dans des conditions contrôlées sur de longues périodes, tout en surveillant leur état physique et mental avec une précision sans précédent. Les techniques développées dans ces programmes romains ont influencé des développements ultérieurs dans le mysticisme chrétien, le soufisme islamique et diverses traditions ésotériques promettant la transcendance par une discipline extrême du corps et de l'esprit. Mais dans leur contexte romain original, elles avaient des objectifs purement pratiques. Elles créaient des ressources humaines capables de renforcer le pouvoir impérial par des capacités que la conscience humaine normale ne pouvait fournir. Le document clé reliant tous ces secrets a été découvert en 1969, lors de rénovation à la Bibliothèque du Vatican. Il s'agit d'une copie complète de ce que les chercheurs appellent aujourd'hui le Codex Palatin. C'est un manuel complet destiné aux administrateurs impériaux, détaillant l'ensemble des programmes secrets de Rome. Le Codex, rédigé vers 127 après J.C., sous le règne d'Adrien, était apparemment destiné à former les hauts fonctionnaires. Il devait comprendre le fonctionnement complet de l'appareil de contrôle impérial. Le Codex révèle que ces différents programmes n'étaient pas des initiatives séparées. Ils constituaient des composants d'un système intégré, conçu pour maximiser le pouvoir romain. Ces méthodes repoussaient les limites des capacités et de l'endurance humaine. Il décrit les réseaux de trafic d'enfants comme des chaînes d'approvisionnement pour la recherche sur la guerre biologique. Il explique comment la recherche sur la torture a contribué aux expérimentations religieuses. Il montre comment le cannibalisme médical était lié à la stratégie militaire à travers la création de guerriers et de conseillers améliorés. Le plus important, le Codex révèle que ces programmes n'étaient pas des aberrations ni des exemples de décadence romaine. Ils représentaient des réponses calculées à des défis spécifiques auxquels l'Empire était confronté. À mesure que les territoires romains s'étendaient au-delà de la capacité des forces militaires conventionnelles à les contrôler, les administrateurs impériaux développèrent des méthodes alternatives pour maintenir la domination. Ces programmes cachés représentaient la tentative de Rome de transcender les limites humaines normales.
Ils exploitaient systématiquement la souffrance et la conscience humaine. Le codex inclut des analyses détaillées coûts-avantages, traitant les vies humaines comme des ressources à optimiser pour le maximum d'avantages impérial. Il discute des compromis entre différents programmes, notant quelle technique offrait le meilleur retour sur investissement en termes de capacité militaire, d'efficacité administrative et de contrôle de la population. Les calculs étaient effectués avec la même précision froide que les ingénieurs romains utilisaient pour concevoir des aqueducs ou des fortifications militaires. Peut-être le plus troublant, le ton du codex, pragmatique et détaché, décrit des procédures qui horrifieraient les lecteurs modernes. Les auteurs traitent la torture systématique, le trafic d'enfants, la guerre biologique et le cannibalisme comme des défis administratifs normaux, nécessitant des solutions techniques. Il n'y a aucune preuve de conflit moral ou de questionnement philosophique. Seule existe une discussion clinique des méthodes pour atteindre les résultats désirés, quel que soit le coût humain. Les suites immédiates de la découverte du codex conduisirent à sa classification au plus haut niveau de sécurité du Vatican. Les chercheurs ayant obtenu un accès initial durent signer des accords interdisant toute discussion de son contenu. Les copies étaient limitées à moins de 12 individus dans le monde. La position officielle devint que le document était soit un faux, soit une œuvre de fiction, plutôt qu'un véritable manuel administratif. Mais les découvertes archéologiques ultérieures ont systématiquement confirmé des détails du codex, suggérant son authenticité malgré les dénégations officielles. Le document fournit des explications pour des preuves physiques qui semblaient auparavant inexplicables. Il relie des trouvailles archéologiques dispersées en un tableau complet de programmes systématiques opérant à travers l'Empire pendant des siècles. La version officielle de l'histoire romaine se concentre sur les conquêtes militaires, les réalisations architecturales et les innovations juridiques ayant contribué au développement de la civilisation occidentale. Dans ce récit, les excès romains sont présentés comme des exceptions, des empereurs individuels dont la folie a provoqué des aberrations temporaires par rapport à un comportement normalement civilisé. Les programmes systématiques détaillés dans le Codex Palatine remettent en question cette interprétation confortable. Ils suggèrent que les plus grandes réalisations de Rome reposaient sur des fondations de cruauté organisée, dépassant tout ce que l'histoire a enregistré. Les chercheurs modernes font face à un choix difficile lorsqu'ils confrontent les preuves de ces programmes. Reconnaître leur existence exige une réévaluation fondamentale de la civilisation romaine et de ses contributions au développement humain. Cela signifie reconnaître que les sociétés peuvent atteindre une sophistication technique et culturelle remarquable tout en perpétrant simultanément des horreurs remettant en question les hypothèses fondamentales sur la nature humaine et le progrès moral. Les preuves soutiennent fortement la conclusion que les programmes cachés de Rome n'étaient pas des anomalies, mais des composants essentiels du succès impérial. Les réseaux de trafic fournissaient des ressources pour des recherches produisant des avantages technologiques et stratégiques. Les programmes de torture créaient des capacités de renseignement que les méthodes conventionnelles ne pouvaient égaler. La recherche sur la guerre biologique contribuait à des victoires militaires qui élargissaient le territoire et l'influence romain. Pourtant, des questions importantes restent sans réponse. Les sites archéologiques continuent d'être scellés avant une investigation complète. Les documents officiels demeurent classifiés et les preuves physiques disparaissent dans des collections privées ou des archives gouvernementales. L'ampleur complète des programmes romains pourrait ne jamais être connue, en partie à cause de la dissimulation délibérée par les autorités, qui considèrent ces informations trop dangereuses pour le public.
Nous ne disposons que de fragments, lettres codées, découvertes archéologiques, dispersées et témoignages provenant de sources dont la crédibilité reste incertaine. L'image qu'ils créent est convaincante, mais incomplète. Elle suggère des horreurs dépassant tout ce qui a été enregistré dans l'histoire, tout en laissant des détails cruciaux non confirmés. Peut-être que la possibilité la plus troublante est que ces fragments ne représentent que la plus petite portion de programme. L'ampleur réelle reste cachée dans des archives qui ne seront peut-être jamais accessibles au public. Le soleil du matin monte au-dessus du forum. C'est là que le sénateur Marcus Flavius versa son dernier sang. Le sang a été effacé. Les vendeurs ont arrangé leurs étals. Rome poursuit sa performance éternelle de grandeur civilisée. Mais sous les pierres de marbre, dans des chambres que les archéologues redécouvriront des siècles plus tard, les véritables monuments de l'accomplissement romain attendent d'être découverts. Des salles où les cris des enfants résonnaient autrefois. Des laboratoires où la conscience humaine était disséquée avec la même précision que celle appliquée à l'architecture romaine. Des archives documentant une cruauté systématique, élevée au rang de politique impériale. Les aigles sculptés dans la pierre veillant sur une ville qui a appris à transformer la souffrance en pouvoir, la mort en divertissement, les êtres humains en ressources à optimiser pour une utilité maximale. Dans leurs yeux de marbre, le plus grand secret se reflète. La civilisation et la barbarie ne sont pas des opposés, mais des partenaires dans la danse éternelle de l'humanité avec les ténèbres. Rome ne tomba pas parce que les barbares étaient plus forts. Elle tomba parce qu'elle avait déjà consommé son propre âme.